Paris, deuxième moitié du XVe siècle, moins de 200 000 habitants. Paris, c'est alors la cité avec ses fonctions religieuses, judiciaires, administratives. C'est aussi la rive droite commerciale, la zone la plus vaste et la plus peuplée, quartier des bourgeois et des marchands, protégé par l'enceinte de Charles V, et l'université, la rive gauche intellectuelle, dominée par ses clochers. Mais comment les gens de l'époque se représentaient alors la ville ? Pour répondre à cette question, il nous faut pénétrer dans les mentalités médiévales, bien différentes des nôtres d'aujourd'hui. Je vous propose pour cela de voir ensemble comment l'un des plus grands peintres de la Renaissance, Jean Fouquet, a représenté Paris. Un peintre qui a laissé que peu de documents sur sa vie personnelle, du moins qui ont été trouvés par les historiens, mais qui a laissé un héritage pictural fort riche. Jean Fouquet. Si son nom est familier aux amateurs de peinture, il l'est moins au public non spécialisé. Peut-être à cause des pertes qu'a subies son œuvre tout au long du siècle, peut-être aussi à cause de la relative diversité de son œuvre. Jean Fouquet est-il un peintre parisien ? Ses miniatures sont remplies de Paris, Notre-Dame, la Cité, le Louvre, les ponts, les murailles, les clochers. Il semble connaître la ville dans le détail. Pourtant, Fouquet n'est pas parisien. Il naît probablement à Tours entre 1415 et 1420 et y mène l'essentiel de sa carrière. Paris occupe une place de choix dans son œuvre. Fouquet travaille en effet pour ceux qui font l'histoire de France, les rois, leurs officiers et les grands serviteurs de la monarchie. Il réalise par exemple le diptyque de Melun daté vers 1452-58 pour Étienne Chevalier, trésorier de France. Il peint le portrait du roi Charles VII vers 1450-1455. Pour raconter, il choisit souvent de placer le passé dans la ville, qui est, à son époque, le cœur politique du royaume. Mais très peu de documents d'archives nous renseignent sur sa vie. Nous connaissons mal ses années de formation. Nous savons qu'il est allé en Italie, à Rome, où il rencontre Fra Angelico, probablement à Florence et à Mantoue. Si son activité pour les rois de France est ancienne, il faut attendre 1475 pour qu'il soit nommé peintre du roi Louis XI dans les archives royales. De son vivant, les connaisseurs le considéraient comme l'égal de maître, aussi reconnu que les Van Eyck ou Masaccio. Il meurt entre 1475 et 1481. Fouquet ne nous montre pas toujours Paris de la même manière. Tantôt la ville apparaît au loin, comme une silhouette hérissée de clochers, tantôt elle se rapproche et devient presque un panorama. Mais dans les deux cas, il utilise ces monuments pour rendre Paris immédiatement reconnaissable. Commençons par un panorama depuis le nord. Saint-Jacques le Majeur est une miniature que Fouquet réalise entre 1452 et 1460 pour le livre d'heures d'Étienne Chevalier, un livre de prière. Fouquet transpose ici le martyre de l'apôtre Jacques sur la colline de Montmartre. Au premier plan, Jacques et Josias, qu'il vient de baptiser, vont être décapités sur l'ordre d'Hérode Agrippa. Depuis les hauteurs de Montmartre, Fouquet déploie au loin la capitale. On reconnaît la silhouette de Notre-Dame qui domine l'île de la Cité, tandis que la ville s'étire jusqu'à la tour de Nesle. La scène organise le paysage et permet au peintre de donner une véritable profondeur à Paris. Fouquet place le récit biblique dans un paysage que son spectateur parisien peut reconnaître, et Notre-Dame constitue alors l'un des principaux repères de la capitale. Fouquet ne cherche pas à reconstituer la Jérusalem du temps des apôtres. Voici une autre image exceptionnelle de Jean Fouquet. Dagobert réfugié à Saint-Denis, dans les grandes chroniques de France, peinte vers 1455-1460. Nous sommes censés être au début du 7e siècle, mais si l'on regarde attentivement l'arrière-plan, Fouquet vient d'y placer le Paris de son époque. Au premier plan, Dagobert s'est réfugié dans la chapelle de Saint-Denis de Lestrée pour échapper aux hommes de son père, le roi Clotaire II. Après avoir humilié son maître Sadragésil en lui faisant couper la barbe et les moustaches, il craint la colère de son père. Les hommes du roi viennent le chercher, mais les saints Denis, Rustique et Éleuther protègent miraculeusement la chapelle et les empêchent d'y pénétrer. C'est pendant ce refuge que Dagobert s'endort. Fouquet nous offre une étonnante vue de Paris, avec la Seine, ses maisons et surtout ses grands monuments. On reconnaît la cathédrale Notre-Dame, dont les deux tours dominent l'île de la Cité. Sa représentation est particulièrement intéressante.
Fouqué la montre comme s'il en était lui-même le témoin, alors que Notre-Dame n'existait évidemment pas sous cette forme à l'époque de Dagobert. Plus loin apparaissent le palais de la Cité et les constructions qui entourent le cœur politique de Paris. Et sur la rive gauche se dresse la tour de Nesle, tandis que d'autres clochers ponctuent l'horizon de la capitale. Le clocher de gauche est peut-être celui de Sainte-Geneviève. Le clocher du centre est peut-être celui de Saint-Julien-le-Pauvre. Mais Fouqué ne réalise pas ici un plan cadastral de Paris. Il compose une ville immédiatement reconnaissable grâce à ses monuments emblématiques. Sur le plan de Nicolas de Delamarre, la ville semble bien plus étirée dans l'axe nord-sud et nettement plus étroite dans l'axe est-ouest. Fouqué raconte ainsi une histoire du 7e siècle, Dagobert dormant, mais dans le Paris du 15e siècle. Voici une autre miniature de Jean Fouquet, réalisée vers 1460 pour les grandes chroniques de France. Au premier plan, des disciples d'Amaury de Bène sont conduits au bûcher. Nous sommes au début du XIIIe siècle. À l'arrière-plan, Fouquet nous offre une véritable silhouette monumentale de Paris. À gauche se dresse la Bastille, puis apparaît la tour du Temple. Plus loin, on distingue le gibet de Montfaucon. Et au cœur de cette composition, l'île de la Cité, avec le complexe fortifié du Palais Royal, ses tours et ses murailles. Ces monuments permettent aux spectateurs du XVe siècle de reconnaître immédiatement la capitale. Mais il y a un problème. En 1210, la Bastille n'existait pas encore. Sa construction ne commencera qu'en 1370 sous Charles V. Fouqué fait ce qu'il fait souvent dans ses grandes chroniques. Il représente le passé avec le paysage de son propre temps. Le pôle royal parisien, c'est bien sûr la Cité et son palais. Cette miniature des grandes chroniques de France, peinte vers 1455-1460, est l'une des représentations les plus fascinantes de l'île de la Cité. Mais une île de la Cité montrant encore une fois des événements du VIe siècle dans un décor du XVe siècle. Au centre de l'image, Fouqué installe l'île de la Cité au milieu de la Seine. Le palais de la Cité, ancienne résidence royale, occupe une place essentielle dans cette représentation. À l'époque de Fouqué, les rois ne résident plus principalement ici, mais le palais demeure un immense centre politique. La cité apparaît d'ailleurs close, comme beaucoup de cités médiévales, avec le château fort doublement fermé, à cause de sa ceinture de hautes murailles et du fossé rempli d'eau que n'enjambe aucun pont. Et au premier plan, cette ville paisible contraste avec une scène d'une toute autre nature. Cet homme étendu sous la tente n'est pas Clotaire Ier, c'est son fils, Sigebert Ier, assassiné en 575 à Tournai par un homme envoyé par Frédégonde. Fouqué rassemble ici deux monuments de l'histoire mérovingienne. À l'arrière-plan, le partage du royaume de Clotaire après sa mort en 561. Au premier plan, 14 ans plus tard, l'assassinat de Sigebert. Fouqué ne cherche pas à nous montrer le Paris du VIe siècle. Il fait revivre une histoire ancienne dans le Paris qu'il connaît, celui du palais de la Cité, de la Seine. C'est un peu le Paris du XVe siècle, qui regarde son propre passé. Voici une autre vision de Paris par Jean Fouquet. Nous sommes en 1350. Après leur sacre à Reims, Jean II le Bon et Jeanne d'Auvergne font leur entrée solennelle dans la capitale. Fouquet représente le roi au milieu de son cortège, entouré du clergé, des héros, des hommes d'armes et de la population venue l'accueillir. Derrière la cérémonie apparaît une ville dense, hérissée de toitures, de tours, de clochers et de fortifications. La porte, les murailles, les échauguettes et le pont-levis donnent à Paris l'image d'une capitale puissamment fortifiée. Cette miniature appartient au livre d'heures d'Étienne Chevalier. Elle représente la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Mais Fouqué a placé cette scène biblique au cœur de Paris. Fouqué nous offre ici une vue exceptionnelle de la cité. Le fleuve organise toute la composition. À droite, le pont Saint-Michel franchit la Seine et conduit vers le Petit Châtelet, l'une des portes qui contrôle l'accès à la cité. Puis apparaît la masse serrée des constructions de l'île. On distingue les toitures de l'Hôtel-Dieu, puis les bâtiments liés à l'évêché. Et bien sûr, Notre-Dame domine la Seine. Fouqué ne dessine pas une cathédrale imaginaire. Il cherche, manifestement, à restituer l'architecture réelle de Notre-Dame, telle qu'il peut la voir au XVe siècle. À ses pieds s'étend le quartier dense de la cité, notamment autour de la rue Neuve-Notre-Dame, où se concentrent alors libraires, copistes et métiers liés aux livres. La cathédrale n'est donc pas isolée, elle domine une ville vivante. Fouqué nous offre une autre vision de Notre-Dame, tirée du même ouvrage. Au premier plan, le Christ mort vient d'être descendu de la croix, et derrière lui apparaît
Notre-Dame de Paris. Fouquet fait coïncider le paysage urbain avec le chevet de la cathédrale, reconnaissable par sa masse monumentale. Ce choix n'est probablement pas anodin. Au XVe siècle, Notre-Dame conservait notamment une relique de la vraie croix. La cathédrale devient ainsi un écho visuel à la Passion du Christ représentée au premier plan. Fouquet associe donc ici le récit sacré à un lieu bien réel de Paris. Notre-Dame fonctionne ici avant tout comme un symbole, et une nouvelle fois, le Paris réel vient rencontrer l'histoire sacrée. Alors que nous montre réellement Jean Fouquet de Paris? Il ne nous donne pas une photographie de la capitale au XVe siècle. Il compose. Il rassemble des monuments, rapproche des bâtiments, modifie parfois les proportions, mélange les époques et place même dans des scènes anciennes des constructions qui n'existaient pas encore au moment des événements racontés. Mais derrière ces libertés, il y a une véritable connaissance de la ville. La Seine, les ponts, les murailles, Notre-Dame, le palais de la Cité, le Louvre, les tours, les clochers. Fouquet sait quels monuments permettent à ses contemporains de reconnaître Paris. Et surtout, il fait de cette ville le décor de l'histoire de France. Dagobert, les rois mérovingiens, les hérétiques du XIIIe siècle, les épisodes bibliques eux-mêmes, tous viennent prendre place dans un Paris que Fouquet connaît. Ce n'est donc pas le Paris du passé que Fouquet nous restitue, c'est le Paris du XVe siècle qui regarde le passé. Et c'est peut-être pour cela que ces miniatures nous sont si précieuses aujourd'hui. Derrière les personnages et les récits, elles nous ont conservé quelque chose de presque disparu. Le visage de Paris, au temps de Jean Fouquet. On se retrouve pour de prochains épisodes dans Chroniques parisiennes.